Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument du quotidien des salariés qui n'avait pas bougé depuis 60 ans, le titre restaurant. Mon invitée est Catherine Coupet, qui est cofondatrice et CEO d'Openit. Catherine, après avoir dirigé des géants historiques du secteur, a décidé de tout réinventer en utilisant la fintech pour transformer radicalement l'expérience utilisateur, l'expérience collaborateur. Elle vient nous partager les résultats exclusifs de son baromètre 2026. D'ailleurs, saviez-vous que pour 87% des salariés, le titre resto n'est plus un simple avantage déjeuner, mais un véritable levier de pouvoir d'achat. Donc, aujourd'hui, on va parler innovation, on va parler budget alimentaire et surtout comment arrêter de faire comme avant. Salut Catherine. Salut Florent. Un grand merci d'avoir accepté cet échange. Partagé. Donc là, on est dans vos locaux parisiens. Près des grands boulevards. Dans un endroit bien dynamique et bien agité. Avant toute chose, Catherine, nos auditeurs, nos auditrices te connaissent peut-être pas et ont besoin effectivement d'échanger avec toi. Si on remonte à tes débuts, Catherine, quel genre d'étudiante étais-tu et quelle est l'ambition qui te portait à l'époque ? Alors j'étais plutôt une étudiante qu'on pourrait qualifier de sérieuse. En tout cas, j'essayais de faire les choses bien, peut-être même plus que bien. Y ai-je réussi forcément ? Je ne sais pas, mais en tout cas, élève moyenne, attentionnée, studieuse, et avec des ambitions ou des envies, je pense comme tous les enfants ou les jeunes, qui étaient d'ailleurs très très éloignée de ce que j'ai fait pendant toute ma carrière professionnelle, parce qu'en fait j'aurais ou adoré faire de la génétique ou être avocate. Donc tu vois, c'est assez loin. On pourra certainement y trouver des liens, mais je ne sais pas lesquels. J'ai pas fait de thérapie. Alors tu as passé une grande partie de ta carrière dans les services B2B. 2C, donc avec l'objectif de t'adresser au consommateur final in fine, exactement, mais dans un environnement B2B. Est-ce que tu peux nous raconter globalement ton histoire et ton parcours ? Alors en fait, je suis arrivée assez tôt, j'avais une vingtaine d'années, dans un grand groupe qu'on peut citer, qui est Chèque Déjeuner, qui est un des gros émetteurs, les Big Four, comme on les appelle, de titres restaurants, des avantages aux salariés en général. Je suis arrivée à partir de la province d'ailleurs, parce que pour des raisons personnelles, j'habitais dans l'est de la France, et donc c'était un peu mon premier job de salarié. Et j'avais fait des études plutôt commerciales de développement ou de marketing et de communication. Donc, il était logique que je trouve mon premier job sur la vente. Et donc, je suis arrivée dans cette belle entreprise qui était Chèque Déjeuner, donc à Metz. Et j'ai fait quelques années de terrain, j'ai vendu. Et puis après, finalement, la vie, elle t'emmène. J'ai pris une direction régionale et je suis arrivée à Paris, au siège. Ensuite, comme ça se passait bien, sûrement, j'ai pris une direction commerciale et marketing. J'ai pris des directions générales de filiales. Je suis rentrée au conseil d'administration de cette entreprise parce que c'est une entreprise un peu particulière, parce que c'est une coopérative. D'accord. Et j'ai fait donc 3 mandats d'administrateur et j'ai fini, on va dire,
mon parcours, pas ma carrière, mais mon parcours chez Up, Chèque Déjeuner, en tant que présidente pendant 5 ans. D'accord, donc tu as vraiment tout vécu dans cette entreprise. Ah, je la connaissais très bien. Du terrain le plus profond en province où tu as dû rencontrer des tonnes de chefs d'entreprise, de RH, de DAF, etc. Exactement. Et, jusqu'en prendre la présidence. Donc bravo pour ce parcours qui est juste impressionnant. Et puis à un moment, tu te dis, j'ai envie de tout plaquer et j'ai envie de devenir entrepreneur. C'est quoi le déclic en fait ? Alors, le déclic était un peu involontaire, je dirais. Pour être tout à fait honnête, c'était pas mon souhait. Mais une entreprise coopérative, une démocratie d'entreprise, eh bien, aboutit parfois à ce genre de choses. C'est-à-dire que, au bout de 5 ans, j'ai perdu mon mandat de présidente. Okay. Sans rentrer dans les détails, évidemment, c'est pas le lieu ici, mais j'étais venue pour transformer. En fait, j'étais la 3e présidente du groupe, qui avait quand même plus de 60 ans. Et j'étais venue pour transformer. Transformer, c'est compliqué, surtout quand on est cadre, en tout cas, on est des experts du titre restaurant quand on était sur des supports papier. Il fallait tout dématérialiser, tout digitaliser, et ça veut dire beaucoup de conséquences RH, justement, que j'ai vécues dans cette entreprise, qui était une histoire passionnante, où il fallait changer les métiers, il fallait accompagner, il fallait gommer les stress et les angoisses de ces changements de métier, de l'avenir plus incertain, des grandes transformations. Et ça, c'était passionnant, mais c'était un peu difficile. Et donc, voilà, là, dans une coopérative, c'est la vie. Hein. Il y a on va dire un combat politique à un moment qui s'est installé. Et donc, j'ai perdu la présidence. Alors, bon, dans ces cas-là, c'est un peu comme dans toutes les entreprises, même si mon souhait était de rester quand même dans la coopérative et peut-être de faire, comme ça les statuts le permettent, autre chose, de continuer à accompagner le développement de ce groupe que j'ai vraiment beaucoup aimé pendant plus de 25 ans, voire 30 ans même. Mais voilà, je suis partie parce que tout le monde pensait que c'était mieux que je m'en aille. Donc, contrainte et forcée, je vais te dire, sinon je serais bien restée. Mais bon, voilà, la vie étant comme ça, je suis partie et je me suis dit, eh bien, c'est le moment, après tout, de faire autre chose. Oui. Parce que 25 ans, 30 ans d'avantage aux salariés, je suis quelqu'un de curieux, donc c'est le moment. Et puis là encore, tu ne sais pas pourquoi, la vie te rattrape et les personnes qui te disent, mais toi qui connais bien, vous qui connaissez bien, puisque... on en parlera peut-être après, mais je n'ai pas créé Open Eat toute seule. Eh bien, on se dit, mais ils te disent, mais vous qui connaissez tout, du plus profond de toute l'histoire, de tout ce qui dysfonctionne quand même dans le titre restaurant, est-ce que vous n'avez pas envie de faire quelque chose de mieux ? Et là, le déclic était lancé. Quelque chose de mieux. Eh bien, essayons de faire quelque chose de mieux. Ça, c'est les personnes externes qui t'ont questionné, du coup, qui t'ont fait questionner et fait avancer, quoi. Oui, ou des gens, tu sais, que tu connais pas, à qui tu racontes ton histoire, qui veulent savoir un peu comme toi, c'est quoi ton histoire, raconte ton histoire. Et spontanément, on avait ce genre de réaction. Ou des amis aussi, qui nous connaissaient, et qui savent qu'on est plutôt des gens tournés vers l'innovation, tu vois, des racines et des ailes. En fait, garder les racines et faire envoler quelque chose d'ancien vers quelque chose de plus moderne, d'innovant. Et le Covid est arrivé, et tout le monde s'arrêtait. Donc, nous, on a profité de cet arrêt total pour réfléchir. Et on s'est dit, si on coche les cases, si c'est juridiquement faisable et si c'est techniquement faisable, alors on va essayer de faire quelque chose de nouveau. Et on a créé quelque chose de très nouveau. Alors, tu dis « on » parce que, après m'être enseigné, ton conjoint, Jacques-Yves, tu as créé avec ton conjoint, Jacques-Yves. Alors, déjà, créer en couple, c'est pas simple. Comment est-ce que vous avez géré l'équilibre entre votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie intime, qui ne regarde pas au micro, mais qui est votre vie, et puis aussi créer une entreprise et puis la faire performer? Alors, on a été aidés par notre plus jeune fille, la dernière en fait, qui était ma plus jeune fille, qui vivait encore avec nous à ce moment-là, et les règles étaient hyper contraignantes. Interdit de parler de boulot à table, interdit de s'engueuler, interdit. Bon, elle nous a beaucoup aidés. Bon, ceci dit,
Il faut des règles, effectivement, et dans l'entreprise aussi, surtout, parce que c'est facile de dire il faut faire la part des choses entre le privé et le boulot, mais surtout, il ne faut pas que ce soit au détriment de la réussite de l'entreprise. L'ambition, le challenge était très audacieux. Celui qu'on a lancé en 2020-2021, c'était audacieux, hein. Comme tu le disais, de changer de paradigme et de changer de modèle sur un système qui n'a pas bougé depuis 60 ans, c'était quand même courageux. C'est courageux, c'est toujours courageux. Mais ce qui est important pour l'entreprise, c'était que on trouve l'équilibre entre les deux. Je vais te donner un exemple très simple. Quand tu es dirigeant, ce que tu adores faire et ce dont tu as besoin, c'est d'avoir la big picture. Il faut que tu aies la vision globale de l'ensemble des fonctions, l'ensemble des sujets qui concernent l'entreprise. Quand tu fondes une entreprise à deux, et on était dirigeants tous les deux. Moi, je rencontre plein d'amis ou de gens dans mes réseaux, dans les gens que je rencontre, me disent mais moi je bosse avec mon mari et ça se passe très bien. Ça se passe bien quand il y en a un qui dirige et il y en a un qui est au service de l'autre. Quand tu veux diriger à deux, eh bien, si tu ne mets pas des règles dès le départ, ça peut devenir compliqué. Donc, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis au départ. Okay. Et puis finalement, on s'est dit bon, allez, maintenant il faut se faire confiance. On sépare on va dire les sujets. Et donc, et c'était somme toute assez logique parce que moi j'avais un parcours plutôt développement business, marketing. Jackie avait créé sa société logicielle il y a pas mal d'années. Et donc, il était logique que lui s'occupe plutôt de la partie tech et des opérations. Donc, à partir de là, eh bien, on a séparé nos prérogatives et on a surtout fait confiance à l'autre, en fait. Et ça, c'est super important. Donc, c'est plutôt bien aussi parce que créer, c'est pas facile, c'est beaucoup de boulot. Donc, tu le partages à deux. Ça aide énormément. Et puis, quand il y en a un qui a un peu moins le moral, l'autre, en général, c'est jamais en même temps. Donc, c'est plutôt bien. Ok, très clair. Donc, OpenIT, on va revenir sur ce que fait OpenIT et les particularités d'OpenIT dans ce marché. Ça a 5 ans et demi, 5 ans et demi après. Combien de salariés? Qui s'occupe des RH d'ailleurs? Alors, un peu tout le monde, parce qu'on n'est pas nombreux. On est 25. Ouais. Bon, donc beaucoup en remote, ce que tu m'as dit. Oui, quasiment 100% est en remote. Ok. Donc c'est une nouveauté. Moi, quand j'étais chez Up, on connaissait pas ça. Si tu passes d'un grand groupe international à une start-up d'une vingtaine de salariés. Tu réapprends beaucoup de choses. Enfin, c'est passionnant. C'est quoi tes convictions RH, toi, les plus fortes aujourd'hui? Alors, il y en a une qui était à l'origine quand on a démarré la start-up, c'était le côté intergénération. C'est vrai que moi, je trouve que on devrait s'appuyer beaucoup plus sur ça parce que et chez nous, c'est vraiment réparti de cette manière-là. On a des 45-60 ans. Et on a des 25, 35, 40, et la majorité autour de 30 et autour de 50, on va dire. Et c'est vraiment génial parce que quelque part, les plus jeunes entendent l'expérience et profitent rapidement de l'expérience. Et à l'inverse, même si on est dans une entreprise qui renverse un peu la table, donc même les personnes de 50 et Jackie et moi-même sommes les porte-drapeaux, on n'hésite pas à tout changer malgré les habitudes qu'on a prises pendant des années. Mais malgré tout, d'entendre et de voir d'autres manières de fonctionner, eh bien, c'est toujours c'est un pari et on va dire une harmonie. Voilà, c'est une harmonie à trouver qui est très favorable à l'entreprise, mais qu'il faut aussi manager au quotidien. Et ça se passe super bien. Et je trouve que c'est performant, vraiment performant. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et cette fameuse enquête 2026 que vous avez réalisée récemment. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ça. D'ailleurs, pourquoi ce baromètre, etc. En tout cas, ce baromètre, il montre que 87% des salariés ils voient un levier de pouvoir d'achat plus qu'un simple avantage pour déjeuner le midi, quoi. Pourquoi ce chiffre aussi important, près de 90%, qui parle de levier de pouvoir d'achat de manière très concrète? Et est-ce que tu penses que les DRH ont pris la mesure de ce point?
Je pense que oui. Je pense que les RH ont pris la mesure parce que c'est une tendance quand même de fond et qui n'est pas récente. En fait, si tu reprends l'histoire, je vais pas remonter trop loin, mais le jour où, dans les années 2010 à peu près, où le titre restaurant est passé à autre chose que le restaurant. C'est-à-dire on a eu l'autorisation de pouvoir les utiliser en grande distribution. À partir de ce moment-là, on a on a associé de manière assez naturelle, finalement, le titre restaurant et les courses et le pouvoir d'achat en général. Et aujourd'hui, c'est un peu une variable d'ajustement, même si ce n'est pas le titre restaurant qui règle le pouvoir d'achat des salariés français. Mais pour autant, aujourd'hui, il est vu comme ça, il en fait partie. Et la période qui a suivi, qui est quand même la post-Covid, où le télétravail est arrivé, le temps de déjeuner n'est plus celui qu'on connaissait avant, c'est de plus en plus court, on en profite pour faire d'autres choses. Donc l'évolution sociologique, en fait, le monde du travail et le comportement des salariés le midi au travail, de fait, change aussi un peu l'usage du titre restaurant et accéléré par le fait que on puisse les utiliser de plus en plus dans d'autres commerces, génère ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors, si tu écoutes les syndicats de la restauration, non, mais... Exactement, ça fait beaucoup, c'est très polémique. Ce qu'il faut quand même retenir ou se dire et ne pas oublier, et ça les RH, on leur rappelle de temps en temps, parce qu'elles sont sous la pression aussi des salariés, et c'est pas facile. C'est pas facile, déjà c'est pas un métier facile, mais en plus la période n'est pas simple. Mais on leur dit, attention, il faut continuer à trouver cet équilibre entre l'évolution des usages et donc l'ouverture à des usages ou à des achats, en tout cas qui correspondent aux usages et aux comportements d'aujourd'hui. Mais il faut préserver le dispositif social et fiscal, puisque si le titre restaurant a aussi bien fonctionné, c'est parce qu'il bénéficie d'une exonération de cotisations sociales et de fiscal, pas d'impôt pour les salariés. Donc, si on n'y prend pas garde, eh bien, le législateur pourrait considérer que ça se rapproche un peu trop d'un salaire et donc supprimer un jour cette exonération. Donc, il faut toujours être très équilibré entre évoluer les usages et en même temps défendre l'idée de départ qui était quand même et qui reste bien se nourrir le mieux possible dans le cadre de son travail. Mais le travail a changé, donc il faut qu'on s'habitue aussi et qu'on s'adapte. Alors, pourquoi on est resté 60 ans sans innovation dans ce monde-là ? Avec ces tickets papier, alors qui ont été transformés après par des tickets carte à puce, oui. Grosso modo. Des cartes. Ouais. Pourquoi on est resté 60 ans sans... ok, on a digitalisé, mais c'est pas non plus l'innovation de l'année de passer d'un bout de papier à un bout de plastique. Oui, tu as raison. Donc c'est plus pratique dans son portefeuille, c'est tout. Pourquoi ce manque d'innovation et qu'est-ce que vous apportez, vous, aujourd'hui ? Alors, pourquoi un manque d'innovation ? Je pense déjà que... Est-ce qu'il y a des rentes des boîtes derrière qui disent pourquoi j'embêterais, quoi ? Tu sais, il y a un principe aussi qui n'est pas propre au titre restaurant, c'est que ce ne sont pas ceux qui ont inventé un modèle qui sont les plus préparés pour le changer. Ouais. Aujourd'hui, il y a quand même 3 grosses sociétés ou en tout cas marques qui ont depuis l'origine été un peu les créateurs de ce système. Moi, je vois bien quand j'étais chez Up, c'est difficile de changer des choses que tu as créées toi-même. Donc oui, il y a des systèmes qu'on n'a pas envie de changer. Nous, c'est une volonté aussi qu'on a eue dans la création de l'entreprise et surtout du changement de modèle économique. C'est qu'on avait cette conviction et elle se confirme, elle se voit. Si on continue à faire payer les commerçants un système dont profitent les salariés et les entreprises, le déséquilibre va être tellement important que l'élastique à un moment va casser. C'est ce qui est en train de se passer. Beaucoup de commerçants refusent les titres restaurants classiques, les papiers ou cartes. Donc ça, tu le vois de plus en plus. Ah oui. Ouais. Ah oui, il y a
la stat qu'on avait fait l'année dernière de tête à quelques pourcentages, 1% près, je sais plus, mais une vingtaine de pourcents de commerçants qui disent ne pas forcément accepter la carte titre-restaurant parce que ils n'ont pas envie de payer de commission en fait. Oui. Les commissions sont de l'ordre de entre 3,5 et 5%. Sans compter les petits, les petits éléments supplémentaires, genre facture garagiste, quoi, comme on connaît. Les petites lignes que tu as oublié de lire. Les petits forfaits minimum, les choses comme ça. Bon, et certains restaurateurs ont une marge tellement faible que pour eux, c'est cata, en fait. Exactement. Donc, l'équilibre entre j'apporte de la clientèle supplémentaire, mais j'ai une rentabilité, une mauvaise rentabilité, le choix est parfois très vite fait. Ah, ok. Donc effectivement, ça a fait partie aussi dans la création d'une volonté. Il y avait l'argument, enfin il y avait la petite coche juridique et technique, et puis il y avait aussi trouver un modèle qui retrouve de l'équilibre. Comment on fait pour finalement permettre aux commerçants d'être bien sûr un contributeur du dispositif, du système, mais pas le seul. Et comment trouver une solution plus frugale, plus économique, n'embarquant pas trop de coûts justement monétiques, d'une carte, de tous les systèmes interbancaires, etc., pour que justement tout le monde s'y retrouve. Donc c'est un peu le brief qu'on s'était donné au départ pour trouver cette solution qui était innovante. Alors je vois bien, je dirais, le gain côté restaurateur. Quel est le gain côté collaborateur d'Openit et quel est le gain côté RH d'Openit? Alors, le système que l'on a créé, il se base sur un premier constat, c'est que pour atteindre l'objectif, il fallait qu'on dépasse la carte prépayée. En fait, la carte prépayée embarque tout un tas de problèmes au sens large. Donc nous, on s'est dit, on va d'abord utiliser un moyen de paiement, parce que finalement, le titre restaurant, c'est pas un moyen de paiement, c'est un droit. Aujourd'hui, on confond le moyen et le droit. Donc, dissocions les deux. Et donc, on a un moyen de paiement qu'on a tous sur soi et qui fonctionne très bien, c'est la carte bancaire. Donc, on paye avec sa carte bancaire. Et en fait, ta question aussi tout à l'heure, c'était pourquoi ça n'a pas bougé pendant 60 ans. Des fintechs sont arrivés, des solutions nouvelles sont arrivées. Nous, on a profité de leur existence, de leur développement pour justement permettre cette création, cette innovation-là. Donc, je paye avec ma carte. Openit propose 2 solutions aux salariés pour faire connaître leurs dépenses. Et nous, notre job, c'est de vérifier pour le compte de l'employeur que la dépense, elle est éligible au titre restaurant, tout simplement. Si elle l'est, eh bien, on va créditer le compte bancaire toujours du salarié de la participation de l'employeur à son titre restaurant. Et lui ne mobilise sa propre participation au titre restaurant, puisque c'est obligatoire, chacun doit avoir une partie. Eh bien, c'est entre 40 et 60%, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc en fait, le salarié, lui, paye entre 40 et 50, et l'employeur 50 à 60. Voilà, c'est ça. Ouais, je paye 60, moi, chez moi. Enfin, l'employeur paye 60, ouais. Voilà. Et ben donc les salariés 40. Donc et du coup, tu vois, le simple fait de faire disparaître un moyen de paiement dédié, eh bien on verra après effectivement directement les avantages pour chacun, surtout pour les collaborateurs. Eh bien ça te permet en fait de ne pas payer d'avance. Finalement, sur ton salaire, tu n'as plus besoin de mettre de l'argent sur ton salaire pour alimenter une carte. C'est assez malin parce que ça change aussi le net sur le bulletin de paie que va regarder le salarié. Exactement. Alors qu'il y a un faux net parce que du coup, il y a la part salariale du ticket resto qui a été défalquée sur un bulletin standard, on va dire. Oui. Sauf que là, il n'y a pas de part salariale affichée sur le bulletin. Non. D'accord, parce que il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas en fait. Non, on ne prélève rien. Ok. Le salarié met sa participation au fil de l'eau, en fait. Oui. Dès qu'il mobilise son titre restaurant, eh bien, il met sa participation à ce moment-là. Et donc, s'il ne consomme pas... s'il ne consomme pas et qu'il ne présente aucune dépense alimentaire, ce qui est extrêmement rare. Oui, je veux dire. Mais par contre, fini les cartes qui traînent avec 200 ou 300 euros dessus et qui s'accumulent selon l'usage qu'on a ou pas, quoi. Tout à fait, tu as raison, parce que c'était une des conséquences un peu... c'est quand même dommage aujourd'hui où on parle de problèmes de pouvoir d'achat. Nous, on est hallucinés de voir des personnes qui nous donnent leur solde qui dépassent parfois les 1 000 euros. Ah oui, quand même. J'ai jamais vu ça. Ouais. Ah oui. 200-300, j'ai vu plusieurs fois. Ouais, oui. Alors, tu as un peu dans toutes les catégories. Ouais. Alors, évidemment, t'en as moins, mais le plus gros, c'est entre 200 et 500 euros.
Et sinon, tu en as qui ont plus de 1 000 euros. Donc, tu dis, c'est peut-être un peu dommage quand même, autant l'utiliser selon ses besoins. Voilà, c'est que la personne n'a peut-être pas plus besoin que ça. Et ça arrive, ça arrive. Ok. Est-ce que tu sais le nombre, est-ce que vous avez un chiffre en France du nombre de salariés qui sont éligibles aux tickets restaurants qui n'en ont pas? Ou le pourcentage versus la population active? Aujourd'hui, les équipés en titre restaurant sont autour de 18-19% en équipés par rapport aux salariés actifs. Oui. Après, il faut que tu enlèves des cantines, etc. Mais bon, allez, si tu enlèves la moitié, il en reste la moitié qui pourrait avoir du titre restaurant qui n'en ont pas. Les grandes entreprises sont plutôt mieux équipées, les plus petites plutôt moins équipées. À ton avis, parce que tu vois, dans ton baromètre, je vois que 86% des personnes que vous avez interrogées qui sont pas titulaires d'un ticket resto, qui pourraient l'être, aimeraient en bénéficier. Donc c'est pas rien, quoi. 86%. Qu'est-ce qui empêche encore cette entreprise de franchir le pas pour toi en 2026? Est-ce que c'est purement économique? Est-ce que ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui les fait pas franchir le cap du ticket resto? Il y a d'abord la question économique, parce que c'est quand même une charge supplémentaire, une charge salariale supplémentaire, c'est un coût pour l'entreprise. Donc on se rend compte qu'il y a un moment pour chaque chose, en fait. D'abord, tu as la mutuelle et après, tu as le titre restaurant. En gros, c'est un peu... mutuelle. Voilà, c'est ça. Ce qui s'entend. Après, la mutuelle est obligatoire à 50. Voilà. Oui, c'est vrai qu'entre-temps, ça a changé. Mais après, il y a aussi un autre phénomène qu'on constate, c'est que, tu vois, par exemple, le prélèvement sur le salaire, c'est un frein. Il y a des personnes qui disent, ou il y a des entreprises qui ne mettent pas en place de titre restaurant parce que leurs salariés ne veulent pas qu'on leur prélève sur leur salaire. Donc, il était temps que de nouvelles solutions arrivent et proposent des alternatives. C'est ce qu'on a fait avec OpenEat. Ok. Ouais, il y a aussi ce sujet-là qui est important. Hein. Oui. Alors, on n'en a pas parlé aussi, mais il y a un frein. Enfin, il y a un frein. Il y a un grand changement. C'est le passage du papier à la carte a imposé une règle qui était théorique mais non appliquée. C'était le 25 € par achat par jour quotidien. C'est le plafond quotidien. Et d'ailleurs, dans l'enquête, il y a un sujet là-dessus. On est hyper complémentaires. Tu vois, je l'ai devant moi. On fait ça depuis longtemps, c'est normal. Mais 88% des usagers doivent compléter leurs achats à cause du plafond de 25 €. Oui. Voilà. Et pourquoi il y a ce plafond? Qu'est-ce qui fait qu'on le sort pas? Est-ce que là, c'est des postures, je dirais, de lobby qui veulent pas que ça dépasse 25 €? Est-ce que c'est l'État avec l'URSSAF qui ne veut pas, etc. C'est lié au point de tout à l'heure. Ouais. Qui dit exonération dit politique sociale de l'entreprise. La politique sociale attachée au titre restaurant, c'est permettre aux salariés de déjeuner correctement avec tous les bienfaits que ça peut avoir en termes de... En même temps, avec 25 €, tu déjeunes. Oui, tu déjeunes, oui. Même à Paris. Oui, même à Paris. Donc, effectivement, à un moment, il faut plafonner. Si on laisse ouvert et qu'on n'impose pas de règles, tu peux être sûr que tous les samedis matins, avec le caddie, la carte, elle est vidée en une seule fois. Pour acheter, on ne sait pas on sait pas quoi. Donc, pour éviter ça, eh bien, il faut mettre un certain nombre de règles. Les règles, c'est le type de commerce dans lequel tu peux l'utiliser et c'est le plafond, ainsi que les jours où tu peux les utiliser. Mais bon, à mon avis, les jours, ça va changer parce que la loi est en train d'évoluer et aujourd'hui, c'est pas autorisé le dimanche et les jours fériés. Alors ça, c'est intéressant parce que moi, dans la carte restaurant qu'ont mes collaborateurs, je peux cocher la case dimanche. Oui. Que j'ai pas coché, pour être très honnête. Ouais. Et je me suis demandé si j'avais le droit de la cocher ou pas. Si tu as des salariés qui travaillent le dimanche, tu peux la cocher. Non, si ce n'est pas le cas, tu ne dois pas la cocher. Ah, d'accord. Donc pour l'instant, tu respectes la loi, c'est bien. Ouais. Ouais, je pense qu'il y en a qui ne le respectent pas. Hein, mais... du côté des employeurs, je ne sais pas, mais c'est bien possible. Ah d'accord, si on a des équipes qui bossent le dimanche, Après, on doit le cocher, quoi. Enfin, on peut le cocher. Le contrôle URSSAF, qui est là pour regarder les choses, si effectivement tu n'as pas de salarié le dimanche et que tu as coché la case, tu ne pourrais pas. Je crois que j'ai coché la case du samedi, moi, par contre. Ah bon? Non, mais le samedi, tu peux. Hein. La loi le permet. Ouais. Ah, parce que tu ne travailles pas le samedi pour le coup. Ah ben non, alors, mais tu peux l'utiliser le samedi. Ah, il y a une petite nuance en fait. Et oui, parce que tu peux...
il y a le droit au titre restaurant. Donc, tu donnes un droit à titre restaurant par jour travaillé. Donc, celui qui travaille le samedi, il aurait droit à un titre restaurant pour ce jour-là. Et après, tu as les règles d'usage. Et là, à l'usage, tu peux aller jusqu'à 25 € tous les jours, sauf le dimanche, pardon. Tu me fais dire des bêtises, et les jours fériés. Et les jours fériés, ok. Ouais, ok, ce qui est logique. Alors, dans ton sondage, tu en as parlé rapidement, mais je vois qu'il y a 61% des utilisateurs qui ont des soucis de paiement sur les terminaux commerçants. Avec leur carte dédiée, on va dire, au titre restaurant. Ça me paraît énorme, ce chiffre. Ouais. Pourquoi c'est aussi fort ? Parce qu'en fait, tu peux avoir des tas de TPE qui ne sont pas instanciés pour une certaine forme de carte. T'as aussi le commerçant qui ne veut pas et qui dit la carte ne passe pas, ou le terminal ne l'accepte pas. Bon, ce sont tous les problèmes qui sont liés à la carte dédiée, en fait, à une carte de paiement qui est uniquement dédiée au titre restaurant. Donc ça génère un certain nombre de freins d'usage, soit techniques, soit de... Et le commerçant, il peut choisir les marques qu'il accepte en termes de carte restaurant, par exemple ? S'il voit avec quoi tu paies, oui. Et souvent, d'ailleurs, les restaurateurs, les commerçants sont mécontents parce qu'ils ne le voient pas et ils ne sont pas forcément enclins à les accepter. Donc en plus, avec les cartes dématérialisées sur téléphone, encore moins. Encore moins. Ouais, ça c'est sûr. Ok. Bon, il n'y a pas de carte OpenEat en fait. Voilà, t'as pas de carte. Il y a une application, ce que je comprends. Tu as juste une application sur laquelle tu vas pouvoir remonter tes transactions qui sont tes dépenses en fait en carte bancaire. Okay. Voilà, donc on te donne deux possibilités. Soit tu sais, en mode tout ce qui est frais professionnels, toutes les applications de frais professionnels où tu scannes, tu fais la photo de tous tes documents à remonter. Là, tu fais une photo de ton ticket de carte bancaire, hyper simple. Elle remonte automatiquement dans l'application. Et donc, nous, on a tout ce qu'il faut pour vérifier l'éligibilité d'une demande de crédit de la part employeur sur son titre restaurant. On a une solution encore plus facile qui est qui est plutôt nouvelle et qui se développe énormément. C'est ce qu'on appelle l'open banking, c'est-à-dire que tu acceptes de connecter la lecture de ton relevé bancaire à la lecture en fait de tes dépenses en carte, et au lieu de faire la photo, nous on récupère l'ensemble de tes dépenses de carte bancaire, et s'il y en a une qui est alimentaire ou de restauration, donc éligible au titre restaurant, eh bien c'est comme si on avait la photo. Donc soit tu fais juste la photo, soit tu fais rien du tout, et nous on est capable de tracer ton assistant quotidien de dépenses alimentaires, et dès qu'on en trouve une qui est éligible, eh bien, on te la présente et on te dit, est-ce que tu veux la mettre dans ta cagnotte titre restaurant ? Oui, non. Mais ouais, parce que en fait, quand moi je vais payer, je vais dans une grande surface acheter, je sais pas, une salade par exemple, qui est éligible à un ticket resto, je coche pas un truc quand je paye avec ma carte bleue, donc bancaire de ma banque. J'ai pas un truc à cocher disant c'est OpenEat en fait. Non. C'est vous qui détectez que ça c'est éligible OpenEat, parce que c'est de l'alimentaire. Donc je sais pas si c'est de l'IA ou j'en sais trop rien. Il y a un peu d'IA, il y a un peu de machine learning, il y a un peu de... Qui va détecter et qui va dire ok, ça c'est éligible, et on rajoute la quote-part à hauteur d'une fois par jour de l'employeur. Exactement, on prend ta dépense et tant qu'on est dans le plafond de maximum 25 € de dépenses éligibles, en tout cas autorisées, eh bien on te prend, si ton employeur prend 50%, on te prend la moitié, on te rembourse sur ton compte bancaire la part de l'employeur. 12,50. Voilà. Okay. Si tu es à 60%, on va te rembourser 15%. Je peux le faire chez 3-4 commerçants. Je sais pas, j'achète ma salade à un endroit, mon pain ailleurs. Exactement. Le mec un peu compliqué, mais... Mais beaucoup de gens font ça. Donc, tu peux prendre tu fais des micro-dépenses alimentaires et on te propose de les mettre dans ta cagnotte de la journée. Mais tu peux aussi la reporter, en tout cas, de pas décider de la prendre à ce moment-là. Parce que tu sais que dans 2 jours, tu vas faire un déjeuner avec tes collègues dans le cadre de ton travail, et tu vas pouvoir utiliser tes 25 € à ce moment-là. D'accord. Et ces données quand même qui sont très personnelles, elles sont pas communiquées à l'employeur. Ah non, jamais. Du côté employeur, j'imagine qu'on a aussi pas une application ou un back-office qui voit ce qu'on donne à chaque salarié pour ces choses. Mais par contre, on ne sait pas si Jean-Jacques il a mangé une salade au saumon ou au poulet, quoi. Non, par contre, on te dit globalement
quel est le niveau de consommation pour évaluer un dispositif. Il n'y a pas mieux, il faut savoir si effectivement les salariés à qui tu proposes cet avantage finalement l'utilisent ou pas. Donc globalement, on est capable de dire à l'employeur, eh bien, on a un taux de consommation de 90, 95, 98, 100%, parce que très très souvent, la totalité de la dotation employeur n'est pas consommée. C'est une réalité, c'est comme ça dans le titre restaurant. Tout le monde ne consomme pas tous ces titres restaurants. Alors, j'ai envie de dire, comme je suis payé par personne, sur ce TPTP de ça, donc je suis assez libre de dire ce que je veux. Tes compétiteurs, eux, ils gagnent leur vie sur des sommes qui ne sont pas dépensées, du coup. Mais en tout cas, tant qu'elle n'est pas dépensée, c'est eux qui placent l'argent. Donc, eux préfèrent, évidemment non, ils préfèrent que ce soit utilisé, puisqu'il y a une commission commerçant aussi. Donc, dans les deux cas, ils sont gagnants, en fait. C'est ça qui est... C'est-à-dire que si on ne dépense pas, ils sont gagnants. Si on dépense, ils sont gagnants. Parce qu'il y a la commission commerçant. Exactement. Vous avez une commission commerçant aussi. Parce qu'à un moment, il faut bien que vous gagnez votre vie quelque part. Oui, alors, elle est très faible si le commerçant accepte de signer un contrat avec nous. Mais comme c'est la carte bancaire, tu vois, quand tu as une carte prépayée, tu es obligé de dire au commerçant, est-ce que tu veux rentrer dans mon réseau ? Oui. Là, c'est la carte bancaire, donc le commerçant... il ne va pas refuser une banque. Non. Donc, forcément, elle sera acceptée. Tout le travail, il est après la dépense, sur la qualification de la dépense. Ça, c'est notre job. Est-ce que la dépense est éligible au titre restaurant ou pas ? Mais à partir du moment où elle l'est, eh bien, il y a plus aucun frein. Il y a aucun frein à l'usage. Et si elle ne l'est pas, parce que ça peut arriver, un salarié peut se tromper, on va dire, il nous envoie une dépense qui n'est pas dans un magasin éligible, alors on lui refuse. Et il le voit dans son app, dans son application, il a une petite tuile, un endroit où on lui dit non, cette dépense-là n'est pas éligible au titre restaurant. D'accord. Et du coup, si je vais au bout du truc, donc vous gagnez très peu sur le restaurateur versus vos copains, et vous gagnez zéro parce que vous n'avez pas d'avance, de somme qui est bloquée. Alors, on a l'avance de l'employeur, mais l'avance de l'employeur est sur un wallet qui lui appartient. Il a un IBAN qui lui appartient, qui est sur un compte sécurisé, etc. Et à la fin du millésime, si l'ensemble des sommes ne sont pas dépensées, on propose à l'employeur, ce qui est unique, soit de reporter les soldes sur l'année d'après, soit de reprendre la provision, puisque tu l'as bien compris, le titre restaurant n'est un titre restaurant que quand il a associé une part employeur et une part salarié. Il faut qu'il y ait une dépense de fait. Voilà, exactement. Et donc, tant que l'argent qui est provisionné, qui est en fait le montant théorique de la part employeur pour l'ensemble de ses salariés, eh bien, tant qu'elle n'est pas utilisée, ce n'est pas encore du titre restaurant. Et donc, à la fin du millésime, s'il reste des montants, l'employeur peut le récupérer cette somme. En pratique... Dans les faits, qu'est-ce que tu vois d'ailleurs ? C'est intéressant. En pratique... Avec 5 ans de recul eh bien, on constate que une partie reprend la provision, une partie la laisse, mais surtout, on commence à rentrer dans une analyse. C'est-à-dire qu'on se dit... Et là, on voit qu'on arrive de plus en plus dans la personnalisation des avantages, enfin, en tout cas, de la vie de l'entreprise. Et les RH vont être, je pense, déjà confrontés, ils seront de plus en plus confrontés à ça, à la personnalisation. Mais en fait, souvent, on se rend compte que les petits soldes, ça fait partie du rythme, on va dire. Et les plus gros soldes, c'est un problème d'usage. Enfin, il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Donc, finalement, on leur donne maintenant des critères, en tout cas, sans donner de nom toujours, mais des critères et qui leur permettent d'avoir une politique qui est adaptée au solde constaté et à la politique de l'entreprise, aux souhaits des salariés. Donc voilà, en général, et ils récupèrent comme ça des soldes non utilisés ou des montants non utilisés. Ok, très très clair. Ce qui est, depuis 60 ans, une transparence totale sur le dispositif ou sur le système du titre restaurant. Ok. Je crois que vous permettez de personnaliser le ticket restaurant. Aujourd'hui, on doit proposer le même montant à tous les salariés, je crois. Ah oui. Alors on n'a pas le droit de faire des écarts entre, je sais pas, ceux qui sont au siège, ceux qui sont dans une usine ou sur le terrain. Enfin, j'en sais rien, peu importe. Pourquoi ce choix d'uniformité ? Est-ce que ça répond aux usages d'aujourd'hui, ça ? En tout cas, pour être
éligible à l'exonération, il doit être proposé à tous les salariés qui ont droit au titre restaurant. Si tu as une prime ou si tu as accès à un restaurant d'entreprise, tu peux pas cumuler les avantages. Oui. Mais tous ceux qui n'ont pas d'avantage pour la restauration ont droit au titre restaurant. Et tout le monde doit être logé à la même enseigne. Ça, c'est une règle de base. C'est la raison pour laquelle, regarde ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, finalement, il y a des règles, il y a des lois, et puis il y a des usages. Tant que tu donnes un titre restaurant qui est exactement le même pour tout le monde, prépayé, et on se fiche de savoir si tu en as besoin beaucoup, pas beaucoup, si le plafond ou si ton rythme de dépense, les gens qui l'utilisent, dans le sondage, on le voit aussi, qui l'utilisent une fois par semaine, il y a à peu près 30-35% des gens qui l'utilisent une fois par semaine, voire moins. Ah oui. À 25 €, tu fais pas forcément, tu consommes pas forcément tous tes droits, et tu les cumules. Donc il y a un moment, tu te dis, mais pourquoi tout le monde doit avoir le même titre restaurant? Pourquoi ça s'applique de la même manière à tout le monde, alors que tout le monde n'en a pas les mêmes besoins? Peut-être pas, tout le monde en aurait besoin, mais tout le monde n'est pas dans une configuration qui facilite son usage. Donc la personnalisation, eh bien, elle passe par des solutions comme OpenEat de je dépense, donc j'exprime mon besoin, j'ai utilisé mon droit, je me fais rembourser par employeur, et comme ça au fil de l'eau. Ok. Donc, tu as dit quelque chose, j'en reviens parce que tu t'as noté, et je crois que je le fais moi. On peut proposer de reporter les soldes non consommés. Moi, j'ai dû le faire là, récemment. Donc ça, c'est autorisé par le législateur. Il n'y a pas de remise en question de ces sujets-là? Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent depuis un an ou deux, à peu près, 2 ans, sur la réforme du titre restaurant. On lit beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses dans les cabinets ministériels. Il y a un projet de loi qui est d'ailleurs même rédigé, qui n'a pas abouti, vu l'instabilité politique dans laquelle on est depuis. Je pense que ça va continuer encore un peu. Donc te dire vers quoi on va, c'est difficile. Ce que je pense, parce que je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai lu, c'est que le pouvoir public ont vraiment envie de pousser l'utilisation du titre restaurant. C'est un peu insupportable aussi pour eux de voir qu'il y a des soldes. Ils disent c'est pas possible. Enfin, on peut pas autoriser une exonération et en même temps avoir un petit matelas qui dort et qui en même temps ça. Côté gouvernement, il faut mieux que ce soit consommé parce que ça fait marcher l'économie, ça fait de la TVA, mine de rien, etc. Exactement. Donc un principe pourrait consister à ne plus reporter les soldes d'une année sur l'autre. Ok, donc pour l'instant c'est pas le cas. Alors on se parle, mais on sait jamais. Mais ça pourrait arriver. Il y a quelque chose qui m'a marqué aussi dans l'enquête. Il y a une certaine fracture un peu géographique où le titre alimentaire est beaucoup plus plébiscité en province qu'en Île-de-France. Pourquoi et comment est-ce qu'un DRH qui nous écoute, qui est un peu multisite entre Paris et la province, peut gérer ces disparités un peu d'attente? Il faut qu'il prenne OpenEat, comme ça il pourra gérer. Non, alors au lieu de Paris-Province, quand on a regardé un peu plus dans le détail, c'est grandes villes plutôt. Tu vois, t'as les grandes villes où les gens sont loin de leur domicile, ils rentrent pas. Donc là, ils mangent plus souvent. Là, ils sont plus voilà. À l'extérieur. Attention aussi, les choses ont évolué. On oppose souvent le titre restaurant dans la grande distribution et dans les restaurants. C'est un peu dépassé quand même comme combat, parce que quand on regarde de plus près, la restauration, aujourd'hui, Covid aidant aussi, elle est plus à table. Elle est dans la rue, elle est plat emporté, elle est toute la street food, je vais chercher un truc, une salade, je la remonte au bureau. Je me fais livrer. Donc c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc c'est quand même de la restauration, tu vois, c'est pas de la grande distribution. Donc ça marche quand même beaucoup mieux dans les grandes villes, et en province on fait plus facilement ses courses avec le titre restaurant. Donc pour les gens qui sont multisites, eh bien c'est vrai que plus on arrive à personnaliser l'avantage qu'on donne, mieux c'est une réalité. Ok, très clair. Est-ce qu'OpenEat a un impact sur la charge de travail administrative des équipes RH, des équipes paye? Est-ce que vous l'avez mesuré, ça? Oui. En moyenne, sur une entreprise de plus de 50 personnes, on avait calculé que ça économisait 12 heures à peu près pour quelqu'un qui s'occupe du titre restaurant par mois.
Alors, c'est pour cette typologie d'entreprise. Après, évidemment, ça peut être beaucoup plus. Là où on impacte le travail RH, c'est dans sa digitalisation totale, c'est-à-dire qu'on supprime le moyen de paiement. Donc, on n'a plus besoin de commander des cartes, on n'a plus besoin de reproduire des cartes, on n'a plus besoin de livrer des cartes. Voilà. On décharge, donc charge mentale aussi liée au support de paiement en moins. Et puis, on allège un peu aussi le moment de la paye avec le débit sur salaire de la part employeur. Bon, donc même si tout ça, c'est pas grand-chose, hein, je suis pas en train de te dire que... Mais je vois bien les RH, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Les petites choses que j'arrive à gagner un peu partout, il y a rien de spectaculaire, mais si j'optimise un peu partout, eh bien je vais gagner du temps et je vais pouvoir faire quelque chose à plus de valeur ajoutée. Donc nous, effectivement, on leur permet d'alléger au maximum. Et puis parce qu'en plus, quand un salarié a une question, eh bien, devine qui il appelle, plus la RH, parce qu'on ne lui a pas remis un moyen de paiement. Donc, il n'y a pas une forme de responsabilité. Okay. Donc, dans le cadre d'Openit, le salarié, s'il a une question, ça peut arriver, il appelle le service client chez nous. Il est en interaction avec les équipes qui sont chez nous. Sur l'app, il y a une sorte de chat. Il y a chat, exactement. Ok, tout simplement, quoi. Ok. Et je discutais avec ton directeur marketing, qu'on salue, Martin Catino, qui me disait que vos utilisateurs aujourd'hui, alors il est payé pour le dire, hein, mais il le dit quand même, vos utilisateurs adorent et veulent pas revenir en arrière. En fait, quel a été tu vois, moi, je parle un peu de l'effet Alan, la mutuelle qui est connue, la mutuelle Alan. Moi, mes salariés, ils sont passés d'une mutuelle traditionnelle à Alan et ils veulent plus revenir en arrière, voilà, parce qu'ils vivent une expérience collaborateur qu'ils trouvent totalement différente des anciennes mutuelles. Pas tant les garanties, pour le coup, mais plus l'expérience utilisateur. Est-ce qu'il y a un effet Alan avec Openit chez vos clients ? Complètement. On ne perd... Ça, c'était une vraie révélation, parce qu'au bout d'un an, tu te dis où effectivement le service il est apprécié, ou alors il est vendu, mais bon finalement. Ça dépend d'où viennent vos clients. Est-ce que vos clients ils utilisaient vos compétiteurs avant ou ils avaient rien ? Alors les deux, mon capitaine. Oui, alors franchement les deux, et ils pouvaient être utilisateurs soit de papier, et donc au lieu de passer la démat sur une carte, hop, ils viennent plutôt sur quelque chose de plus simple. Papier. 25% des utilisateurs de titres restaurants sont encore au papier. Ah non, je savais pas ça. Ah mais je pensais que tout le monde était passé à minima à la carte à puce. Non, mais il est content le restaurateur quand il y a ces cartes, ces trucs papier là qu'il faut qu'il stocke, qu'il met des coups de tampon dessus, qu'il les envoie, j'imagine. Enfin, l'horreur. Et je vois le travail administratif inutile. Et d'ailleurs, ça a basculé. Il y a encore plus de commerçants qui refusent le titre restaurant papier que la carte, alors qu'avant c'était le contraire. Mais donc c'est une horreur. Non. Mais plafond 25 €. Donc il y a beaucoup de résistance de la part des salariés, des représentants des salariés, qui disent tant que le papier est là, je reste au papier parce que c'est beaucoup plus facile à partager, c'est plus facile d'en mettre 10 chez le commerçant, alors qu'avec une carte tu ne peux plus faire ça. C'est pour ça que le titre restaurant, c'est à lui de changer, c'est à lui de s'adapter. C'est pas, les gens, on va pas leur demander d'être plus consommateurs, de chercher absolument à aller dépenser ces titres restaurants. Enfin, à un moment. Non, un jour le papier va être interdit, c'est comme le ticket métro à Paris, quoi. Oui. Là, dans la réforme, c'est certainement un des premiers aspects, en tout cas une première conséquence, ça va être ça, c'est de dire on siffle la fin de la partie et terminer le papier. Je suis à la place du gouvernement, j'arrête le papier, c'est sûr. On entend aussi que fin 2026, début 2027, ça pourrait être la date. Ça pourrait. Donc, ça peut aller très vite. Bon, si c'est pas 2027, ça sera un an plus tard. Que toujours un effet millésime, en fait, en général. Ça sera forcément, Oui, ça change une fin de millésime, parce que tu changes pas en cours de route. En cours d'année, c'est un peu compliqué à changer, ça, j'imagine. Ok, donc, hyper. Attends, tu vois, 25% papier, tu vois, je reste un peu bouche bée. Mais, et donc, par rapport à ta question, soit effectivement, ce sont des gens qui sont au papier, et là, on en a de plus en plus, parce que tout le monde entend que ça y est, on va plus raconter l'histoire pour dans 5 ans ou dans 10 ans maintenant. Et puis, on a aussi des nouveaux clients qui viennent parce que trop de points de friction sur l'utilisation de cartes, trop de refus de commerçants.
et puis une expérience collaborateur à moderniser, quoi, à changer, à simplifier. Tu te poses plus de questions quand tu veux fonctionner avec ta carte bancaire, elle est tout le temps acceptée. Les principaux freins que tu as lus dans le sondage aussi, dans le baromètre, le nombre de personnes qui nous disent mais j'ai du solde aussi parce que j'ai oublié de payer. J'ai oublié de payer. Je me rends compte que j'aurais pu payer avec ma carte et j'ai pas eu le réflexe, j'ai pas pensé. C'est 20 ou 25% des gens qui nous disent voilà le nombre. Enfin, ces pourcentages-là sont les gens qui ont vécu ces situations. Et tout ça, ça explique les soldes. Donc, il faut un moment... Ouais, c'est de la charge mentale, en fait. C'est ça. Sans enlever de la charge mentale. Exactement. Réfléchis pas, en fait, paye avec ta carte bleue, puis voilà. Quoi. Exactement. Donc, tu vois, on peut décharger un peu tout le monde. Et c'est pour ça que les gens, même quand ils sont déjà équipés d'une carte, eh bien, viennent chercher une nouvelle expérience collaborateur. Et vous envisagez d'aller sur d'autres sujets, d'ailleurs, que la carte restaurant? Oui. D'ailleurs, on a commencé le cadeau. On a commencé à travailler sur le cadeau. La mobilité, parce que il y a rien de plus pénible à gérer pour un RH. Enfin, en tout cas, les gens qu'on a rencontrés, les RH qu'on a rencontrés, sur les efforts mobilité. Et il y en aura de plus en plus. C'est très bien. Les politiques RSE se développent. Donc, mais alors entre les dépenses que tu peux mettre dans ton forfait mobilité, alors il faut un justificatif. Voilà, soit c'est du déclaratif, soit c'est une carte prépayée, mais ça peut aller que dans certains tu peux mettre de l'essence, tu peux mettre plein de trucs. Hein. Donc c'est un peu une usine à gaz. C'est un super dispositif, indéniablement. Très bien, et qui prendra qui va se développer. J'en suis convaincu. Alors on enregistre avec la hausse de l'essence. Ça peut être un sujet. Hein. Exactement. Très clair. Comment redonner du pouvoir d'achat au collab en espérant que voilà, ça n'a pas besoin. Et tu vois, oui, mais et ça, en fait, tu vois, on est en train de passer d'un système, et c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est ça, y compris dans d'autres dispositifs que le restaurant. Le titre resto, c'est que en fait, au lieu de prépayer, on passe à la preuve d'achat. En fait, tu prouves que tu as acheté et tu embarques, tu aspires un soutien financier, une aide, quelle qu'elle soit. Ok. Écoute, c'est très très chouette tout ça. Tes compétiteurs, ils doivent vous détester. Qu'est-ce qui les empêche d'aller sur le même terrain de jeu que vous aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. Comment ils vous voient on nous fait des procès en sorcellerie tout le temps. On est les méchants qui... Oui. Bon, c'est une réaction logique, on s'y attendait, c'est normal, hein, on bouscule un peu les choses. Mais en fait, on crée une alternative. Tout le monde ne va pas... Et vous simplifiez la vie du salarié, du RH et du restaurateur. Exactement. Donc tout le monde, normalement, s'y retrouve, quoi. Tout le monde s'y retrouve. Okay. C'est le titre restaurant gagnant. Ok, non mais très très clair. Écoute, c'est très très chouette. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé, que tu aurais aimé aborder, ou une question que je t'ai pas posée? Un point qui est pour toi important que tu souhaites partager? Écoute, on a beaucoup parlé de personnalisation et je pense que c'est vraiment le cœur un peu de notre sujet et je pense que c'est ce qu'il faut retenir le plus, c'est comment est-ce que à travers tous les outils RH, les dispositifs que le RH a à sa disposition, comment est-ce qu'il peut et ça sera pareil pour beaucoup d'autres choses. Je te rejoins. Personnalisation, simplification. Aujourd'hui, on en a besoin, quoi. Exactement. Donc, je pense que ça fait partie de l'avenir, en tout cas dans les 5 ans qui sont devant nous, sans aller trop loin. C'est une préoccupation qui est certainement assez forte. Il y a une anecdote pro que tu pourrais nous raconter? Quelque chose qui vous est arrivé là sur ces 5 dernières années qui t'ont marqué? Oui. Qui t'ont surpris? Non, un truc que je pourrais raconter quelques histoires, mais je voudrais pas faire trop long. Il y a un truc que qu'on s'est redit avec Jacques-Yves récemment. On a eu un peu comme tout le monde, hein, tu sais, on a beau avoir dirigé des grands groupes, etc. Quand il a fallu aller créer l'entreprise et chercher les premiers fonds, c'est toujours un exercice extrêmement difficile. Tu sais, tu crois que parce que t'as le background qui non, ça marche pas du tout comme ça. En plus, c'était en 2021.
C'était plus l'euphorie non plus, tu vois, des VC comme on a pu le connaître, même 2017-2018, ça avait chuté. Et en fait, on a galéré pendant l'année 2021, pendant que en même temps on développait la solution, qu'on faisait tout ce que je te disais tout à l'heure en termes de corpus juridique, enfin bref, bien sécuriser tout le monde, parce qu'on va pas vendre un truc si on sait qu'on met en difficulté l'entreprise et le RH. Donc et donc on a cherché des fonds. On a, je crois, pitché. Je sais pas, c'est comme quand tu visites une maison, tu vois, t'en visites 80 et bon, et on avait du mal. On a eu l'occasion d'avoir presque les fonds, puis au dernier moment, avant le closing, le fonds qui devait nous accompagner à la dernière réunion, on repart tout penaud parce qu'ils nous disent non, alors que nous on était venus presque avec la bouteille de champagne dans le coffre dans la glacière, tu vois. Et puis quelques mois plus tard, en fait, on rencontre un VC et qui en 15 jours nous fait une LOI, nous fait une offre de financement avec ses conditions, etc. Donc qu'on commence un peu à discuter et qui résiste beaucoup, tu vois. Il dit c'est comme ça et puis par contre vous avez l'argent, dans 15 jours vous avez l'argent. Je peux t'assurer qu'à ce moment-là, on savait pas si la société elle allait continuer ou pas. Hein. Si on n'avait pas trouvé le financement, on s'arrêtait. Même si si belle était si belle soit l'idée ou si utile. Et à ce moment-là, c'est un moment avec Jackie dont on se souviendra toujours. On essaie de discuter, ça marche pas, ça résiste, et on nous donne une deadline. On nous dit ce jour-là, on vous appelle et vous nous donnez la réponse. Et on était sur la route pour repartir en Bretagne, puisque Jackie est breton, et comme toi d'ailleurs, je crois. Et donc le téléphone sonne, et là, d'un seul homme, d'une seule voix, on leur dit non. Blanc. Mais vous vous rendez compte de ce que... oui. Et bon, on s'est quitté comme ça. Et là, on s'est regardé avec Jackie, on s'est dit, si ça se trouve, c'est la plus belle bêtise qu'on aura faite. Mais est-ce qu'on la regrettera ? Non, on la regrettera pas. Et finalement, on a bien fait parce que on a trouvé d'autres financements derrière avec des gens bien plus, on va dire, à l'écoute, bien plus entrepreneurs. Oui, et, en phase avec vous-même. Quoi. Voilà. Ouais. Et le plus drôle, c'est que le VC dont je te parle, dont je dirai pas le nom, mais a repris contact avec nous et on va peut-être bosser avec lui maintenant, mais peut-être dans d'autres conditions, j'espère en tout cas. Mais après, savoir dire non, c'est aussi une force. Hein. Exactement. Ouais, bon, mais je pense que c'est la seniorité aussi qui fait ça. Je crois que si on avait eu 25 ans, peut-être qu'on aurait fait, comme beaucoup ont fait, aurait dit oui. Après, voilà. Mais peut-être qu'il n'existerait plus aujourd'hui. C'est pas toujours simple. Non. Comment tu fais ta veille, toi, aujourd'hui ? Alors, est-ce que tu l'as fait ? Est-ce que tu prends le temps de la faire ? Oui, j'ai pas beaucoup de temps, c'est vrai. Moi, je suis, alors j'en fais pas la promotion parce que ça se fait pas comme ça, mais je suis dans un club d'entrepreneurs. Enfin, je suis à l'APM qui est et que je trouve vraiment intéressant. Donc, je passe un peu de temps quand j'ai du temps pour partager. Bien sûr, c'est un endroit pour faire sa veille, clairement. Et donc, il y a vraiment des choses très intéressantes. En termes de partage d'expérience avec les membres et en tant qu'avec les experts qui sont très très bons. Sinon, j'écoute un peu de podcast. Maintenant, je te promets, j'écouterai le tien. Mais il y aura un examen à la fin de l'année. Très bien. Et mais bon, j'ai pas vraiment d'habitude, tu vois, d'écoute ou de veille. Dès qu'il y a un sujet d'actualité, je vais chercher et puis j'écoute ce que j'entends sur le sujet. L'IA, t'y vas ? Oui, bien sûr. Oui, je trouve ça. Incroyable. En même temps, avec toute la lucidité et la prudence, etc. Mais je trouve ça incroyable. Le temps qu'on gagne, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc, à chacun de prendre la mesure de ce qu'il fait avec et d'avoir de l'intelligence de lecture de ce que l'IA produit. Exactement. Et d'usage de ce que l'IA produit. Mais si tu le fais sur ta recherche Google, tu vas le faire sur l'IA aussi. Si tu le fais pas sur les réseaux sociaux ou sur... donc c'est toute une éducation aussi, je pense. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, ok, très L'esprit critique, c'est important. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast ou des gens que tu aimerais entendre, ou que ce soit des entrepreneurs dans le monde RH ou des RH eux-mêmes ? Moi, j'ai des gens qui t'inspirent ou que tu connais ?
Il y en a deux auxquelles j'ai pensé parce que je les ai recrutées et j'ai pas eu le temps de travailler avec elles. Et donc je me dis, j'aimerais bien. Tu vois, c'est assez original, mais peut-être que d'ailleurs une, tu la connais et tu l'as peut-être déjà interviewée à ce micro. C'est Audrey Richard, qui est la présidente de la NDRH, que j'avais recrutée chez Up, et je suis partie juste au moment où elle prenait ses fonctions. Donc je n'ai pas eu le temps de travailler avec elle, mais j'aurais adoré. Elle est chez Canal+, là, je pense, maintenant. Et puis sinon, une autre aussi qui était arrivée juste avant Audrey, qui elle, dirige sa société qui s'appelle Change and Care, en fait, qui est Valérie Bossard. Je sais pas si tu la connais. Non. Eh bien, elle a une elle a été DRH aussi dans pas mal d'entreprises assez différentes. Et j'aime beaucoup, enfin, quand je l'ai recrutée, j'aimais beaucoup en tout cas, tout ce qu'elle faisait, en fait, ce qu'elle apportait comme outil et comme réflexion sur l'intelligence collective et sur la culture d'entreprise. Et ça, je trouve que c'était pas mal. Donc moi, je pense qu'elle a des choses à dire. Mais... Ok, très très clair. Bon, Catherine, alors si on veut te contacter, on fait comment? LinkedIn. C'est ce qu'il y a de plus simple, peut-être. Oui, je réponds toujours. Oui, oui, je réponds. Si. Des fois, ça prend quelques jours, voire 2-3 semaines, mais non, je réponds. C'est pas toi qui fais les ventes? Non. J'accompagne parce que c'est important. Et... Maintenant, tu as des équipes pour le faire. Voilà. Ouais. Mais sinon, non, bien sûr. Ouais. Mais j'ai toujours plaisir à accompagner les commerciaux, à entendre, tu vois. C'est et je pense que j'encourage aussi tous les commerciaux de l'entreprise à avoir ce côté marketing, justement, d'écoute et de feedback un peu de tout ce qu'ils entendent. C'est comme ça qu'on fait évoluer aussi le produit et l'offre. Ouais, comprendre les usages, les freins, exactement. Ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Un grand merci, Catherine, pour ton temps, pour ta disponibilité. Je mettrai les liens dans la descriptive de l'épisode, d'ailleurs, de cette... je mettrai un lien vers Openit, mais je mettrai un lien aussi vers l'enquête, vers le baromètre. Oui, avec plaisir. C'est intéressant. Parce qu'il y a pas mal de données hyper intéressantes. Et puis, un grand merci de nous avoir éclairé sur cet outil qu'on a tous les jours, quel ticket restant, enfin quasiment tous, mais sur d'autres formes peut-être pour d'autres personnes, mais en tout cas normalement on mange le midi, donc on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière et de tout ce qui est possible de faire aujourd'hui. Mon podcast s'appelle On n'a jamais fait comme ça, et donc je pense qu'on peut faire différemment aujourd'hui sur les tickets resto, ça c'est sûr. Merci à toi en tout cas merci, de Catherine. nous avoir donné la parole. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci à tout le monde, à bientôt. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.